Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette nouvelle conférence Iségoria. Merci d'être toujours aussi présents à nos côtés. Surtout en cette occasion, nous allons évoquer le monde comme il va et surtout comme il va mal. Nous allons tenter un exercice de lucidité, à la limite de la voyance cartomancienne et de l'art divinatoire, pour tenter d'éclaircir les brumes qui enserrent un monde dont nous ne connaissons que peu de choses, mais dont nous redoutons déjà beaucoup les effets, le monde de demain. Car ce soir, nous recevons Pascal Bruckner, philosophe, et accessoirement, permettez-moi cette expression, poil à gratter philosophique, avec qui nous allons non pas nous essayer à la prospective et à la futurologie, discipline fragile et incertaine, mais avec lequel nous allons tenter de lever un bout du drap blanc qui recouvre l'avenir que le monde connaîtra dans les siècles à venir, et ce par un autre biais, celui de la démystification. Il va s'agir pour nous, et surtout pour notre invité, de nous démontrer que ce que les Cassandres modernes mettent tant d'ardeur à brandir comme les signes d'une apocalypse prochaine ne sont que des chimères, des œuvres de l'esprit toujours prompts à divaguer, des excroissances intellectuelles qui se greffent sur le dos d'une rationalité scientifique pour profiter de leur magistère moral, des impostures. Pour nous guider sur ce chemin escarpé, notre guide, philosophe de formation et sceptique de profession de foi, a comme ambition de nous raisonner, alors que toutes les alarmes du monde sonnent l'état d'urgence à nous en rendre sourds. Une ligne directrice ressort du travail de Pascal Bruckner, qui a d'ailleurs constitué le titre d'un de vos ouvrages. C'est la tyrannie de la pénitence, qui vire au sadomasochisme, à l'autoflagellation, pour se repentir de malheurs dont l'homme occidental, avec son mode de vie et son prométhéisme érigé en maxime, serait le seul responsable. Car oui, la catastrophe nous menace, elle semble imminente. Mais que pouvons-nous y faire ? Il y a alors deux attitudes que l'on peut adopter. La première, le catastrophisme, pour tenter, s'il est encore temps, de faire prendre conscience à nos congénères de l'urgente extrémité où nos excès nous ont conduits, afin de les mener, par le chemin de la repentance et l'exercice d'un pessimisme usant des ressorts de la peur, vers l'Éden d'une existence humaine protégée du déluge. Hannah Arendt ne disait-elle pas justement « Le progrès et la catastrophe sont l'avers et le revers d'une même médaille ». Cette médaille serait celle de la civilisation occidentale. La seconde position, l'autre voie, est celle du scepticisme, du négationnisme, iront jusqu'à dire certains. C'est la voie qui prétend pouvoir se tenir à distance de la panique qui pétrifie et du fatalisme qui jette l'éponge, afin d'ouvrir un espace pour le travail de la raison, l'exercice de la mesure et le déploiement d'une pensée équilibrée. C'est, semble-t-il, la voie qu'a décidé d'emprunter notre invité. Marchand de doute, climato-sceptique, tels sont alors les bizarres sobriquets qui affublent à des individus comme Pascal Bruckner, ces catastrophistes. Mais quelle est donc la raison de ces querelles ? De quoi parle-t-on ? Pascal Bruckner, jouisseur impénitent, serait donc l'apôtre du principe d'abondance, le chantre de la société d'hyperconsommation. Ce qui est sûr, c'est que la méthode employée dans votre ouvrage, dont il est question ici, le fatalisme de l'apocalypse, attire la critique. En tirant des fragments choisis à dessein d'une pensée plus homogène, vous tissez parfois de votre argumentation des fils d'une rhétorique de l'amalgame, comme si vous preniez un malin plaisir, en contestataire avisé de la pensée climatologiquement correcte, de vous positionner en réactionnaire de la catastrophe, s'attachant à démonter, à coups de formules lapidaires, l'édifice patiemment construit de la conscience écologique. Car selon vous, les disciples de la grande inquisition climatique ne manquent pas. Écologistes, décroissants, rousseauistes amateurs, altermondialistes, adeptes de la frugalité heureuse, autant de masques que vous souhaitez lever. Ainsi, loin de se concentrer sur le seul malheur écologique qui nous guette, nous profiterons aussi, après vous avoir écouté, de votre verve philosophique pour porter un regard attentif aux autres raisons de se ronger les ongles que la fin des temps climatiques. Il s'agit d'une crise multifactorielle, d'ordre économique, politique, moral ou encore technologique. Comme si tous ces éléments se conjuguaient pour conspirer à la fin de l'humanité, ou tout du moins à son déclin. Alors, si à la déferlante de tous ces problèmes, de tous ces dilemmes, de toutes ces impasses à la pensée, face auxquelles nous affrontons ce soir, si nous parvenons à maintenir le cap d'un débat équilibré, raisonné et plaisant, je serai satisfait d'avoir contribué à animer un débat qui n'a pas fini d'embraser la société. Je vous remercie. Merci à vous, merci de m'avoir invité. Donc je vais parler brièvement avant vos questions, je vais parler une demi-heure ou un peu plus peut-être. Pour commencer, 3 exemples. Le premier, c'est tiré d'un album de Tintin que vous connaissez peut-être. Encore,
l'étoile mystérieuse, on voit un météorite qui fonce sur la Belgique, puisque ça se passe à Bruxelles, et les savants prévoient une collision du météorite avec la Terre. Et donc tout le monde sort dans la rue, l'asphalte fond, les rats émergent des égouts, et c'est là qu'apparaît le prophète Philippe Ulysse, qui a un drap blanc et un chapeau sur la tête, et qui tape sur un gong en disant « Repentez-vous, repentez-vous, la fin des temps est proche ». Et dans l'esprit d'Hergé, le prophète Philippe Ulysse était supposé représenter le maréchal Pétain, qui avait, au moment de la défaite, appelé aussi la France à la pénitence parce qu'elle avait trop joui sous le Front populaire et devait demander pardon pour ses péchés. Mais il faut bien voir que les prophètes Philippe Ulysse sont aujourd'hui majoritaires dans toutes les grandes instances gouvernement, dans les partis politiques, à l'ONU, et nous avertissent effectivement de l'imminence d'un cataclysme qui va nous frapper et surtout nous châtier, car avec le discours catastrophiste, on n'est pas dans un registre spécifiquement scientifique, on est avant tout dans un registre moral, car il s'agit de nous purifier de nos péchés, et c'est le but que l'on assigne à la catastrophe. Le deuxième exemple que je voudrais prendre, c'est le fameux canular qu'Orson Welles, le 30 octobre 1938, a fait aux Américains. Alors peut-être ça vous dira quelque chose, en tout cas aux plus âgés d'entre vous. Orson Welles travaillait à l'époque à CBS, qui était une chaîne de radio, puisque la télévision n'existait pas, et il avait décidé d'adapter pour le public américain un livre d'H.G. Wells qui s'appelait La guerre des mondes, et qui a donné lieu à un film paru récemment. Et se prenant au jeu, Orson Welles annonce que les Martiens ont débarqué, je crois, en Pennsylvanie, que ce sont des petits hommes extrêmement hargneux qui descendent tous les êtres humains qu'ils rencontrent, et en quelques heures, toute l'Amérique de l'Est, de la côte Est, est en ébullition. 1 million de gens décident de quitter les grandes villes. C'est une panique collective, et à tel point que le lendemain matin, Wells, donc, qui n'est pas encore le grand cinéaste qu'il va devenir, est obligé de présenter ses excuses à l'Amérique parce qu'il a provoqué, par ses bruitages, car il joue différents personnages, il a même, je crois, imité des Martiens, il a provoqué une peur collective, des embouteillages monstres, et donc l'Amérique a vécu une épidémie de frayeur. Et évidemment, c'est un exemple qui est tout à fait du pain béni pour les sociologues, pour les philosophes, et notamment pour les philosophes de la peur. Dernier exemple pour introduire ce débat. Katrina en 2005, je lisais dans le train en venant ici de Paris, un petit livre écrit par un sociologue sur la catastrophe de Katrina, où il explique que à la veille et l'avant-veille du désastre, c'est-à-dire de l'arrivée de l'ouragan sur la ville de la Nouvelle-Orléans, les présentateurs de radio et de télévision suppliaient les gens de partir et d'évacuer, mais le public américain, nourri de films catastrophes et de prédictions apocalyptiques, ne prenait pas au sérieux ces avertissements, en se disant qu'après tout, ils en avaient vu d'autres, que la Nouvelle-Orléans et la Louisiane est soumise chaque année à des cyclones innombrables, et qu'après tout, il n'y avait pas de raison de prendre celui-là plus au sérieux que les autres. Et donc, ce qui explique aussi les retards dans l'évacuation. Alors, le catastrophisme ambiant, c'est donc le titre de cette intervention. Effectivement, on peut remarquer ceci, c'est que l'humeur dans les pays occidentaux et dans les sociétés industrielles, l'humeur est à la catastrophe depuis une dizaine d'années. Et si on se demande pourquoi, je pense qu'il faut peut-être refaire un peu d'histoire, une histoire brève de ce qui s'est passé depuis 1989.
En gros, je pense qu'il y a eu un phénomène tout à fait intéressant qui est la disparition de la figure de l'ennemi. Pendant toute la guerre froide, l'ennemi a eu deux visages. Pour les uns, c'était le communisme et l'Union soviétique. Pour les autres, c'était le capitalisme et l'Empire américain. Et 1989 marque non seulement la défaite du communisme, la chute du mur, mais donc aussi la disparition d'une figure de l'adversaire qui avait comme principale qualité de nous mobiliser de part et d'autre, mais de nous mobiliser, de rester unis. La chute du mur a entraîné effectivement toutes sortes de conséquences bénéfiques, mais aussi angoissantes. Et un des hiérarques du Parti communiste de l'Union soviétique, je ne sais plus lequel, a dit alors aux Américains et aux forces de l'OTAN, nous venons de vous faire un cadeau effrayant, nous vous avons privé d'ennemis. Et effectivement, être privé d'ennemis, c'est être privé de sens, c'est-à-dire que durant toute la guerre froide, et bon, les jeunes générations qui sont ici ne l'ont pas connu, le monde était divisé en deux, il y avait une certaine clarté, il y avait les bons et les méchants, et par conséquent, tous les conflits qui pouvaient apparaître sur cette planète étaient en quelque sorte lus à travers cette grille manichéenne, pour ou contre l'Union soviétique, pour ou contre le monde libre, pour ou contre l'économie de marché. Et à partir du moment où l'adversaire soviétique implose, où c'est la tête même du Parti communiste qui décide qu'on tire le rideau dans tous les sens du terme et qu'on abat le mur, eh bien effectivement, tout d'un coup, le monde retrouve une certaine complexité. Pendant les 10 ans qui ont suivi la chute du mur, il y a eu une certaine euphorie. Et puis, le 11 septembre 2001 a de nouveau brouillé la donne. Et l'espoir a été très grand chez les républicains et les conservateurs américains de voir le terrorisme remplacer en quelque sorte l'islamisme. On a des témoignages très nombreux de George Bush et de son équipe se disant qu'une nouvelle guerre morale allait dynamiser l'Amérique perdue dans les délices de la consommation et du narcissisme, et qu'au fond, le 11 septembre 2001 allait être l'équivalent pour le monde occidental de ce qu'avait été Pearl Harbor en 1941 ou 1942, je ne sais plus, c'est-à-dire une nouvelle insurrection des volontés. Et puis on voit aujourd'hui, 10 ans après l'invasion de l'Afghanistan et de l'Irak, que l'expression guerre au terrorisme a été abandonnée et qu'au fond, un terroriste, les terrorismes ne font pas un ennemi crédible puisque par nature, le terrorisme ressort du travail des services secrets, de la police, du renseignement, mais en aucun cas ne constitue une alternative crédible pour l'immense majorité des populations, à commencer par les musulmans, qui sont les premières victimes de leurs propres terroristes. Et donc, par conséquent, le visage du djihadiste barbu peut effrayer, mais il s'est intégré dans la vie quotidienne, et après tout, la France a une longueur d'avance sur les autres pays européens, puisque nous subissons le terrorisme depuis au moins 1995, et qu'au fond, avec des mesures de sécurité, avec du sang-froid, avec un certain nombre de précautions, la vie continue, poseur de bombes ou non. Et alors, cette disparition de la figure de l'ennemi aide à comprendre pourquoi, depuis une dizaine d'années, un nouveau courant qui s'appuie essentiellement sur le souci écologique émerge peu à peu dans le discours, dans les représentations et aussi dans la culture populaire. Je pense à d'innombrables films d'horreur ou films catastrophes que l'on regarde d'un œil amusé, mais qui, à mon avis, forment quand même la base de nos représentations mentales. Et donc, d'innombrables récits nous orientent vers une nouvelle figure de l'ennemi qui n'est plus le rouge, qui n'est plus le terroriste, mais qui est tout simplement
nous-mêmes, c'est-à-dire qui est l'homme dans ses appétits, dans sa convoitise, dans son désir de s'accaparer toujours un peu plus les ressources de la terre, de les piller sans vergogne, mettant en danger non seulement le climat, mais aussi peut-être la vie des générations futures. Et cette figure de l'homme comme étant devenu non seulement son meilleur ennemi, mais aussi l'ennemi de la vie sur Terre, est en train de s'imposer, et me semble-t-il, fait aujourd'hui pratiquement l'unanimité. Alors, il est à remarquer d'ailleurs que le discours écologique dominant tend à privilégier la vie en humiliant une de ses excroissances, c'est-à-dire l'humanité. La vie, en elle-même, compte plus que l'espèce humaine. Et alors, sur ce plan-là, on a un certain nombre d'exemples que je vais citer. Le plus flagrant et le plus outrancier, c'est celui du commandant Cousteau, qui a quand même été un héros pour un certain nombre de générations, qui a encore des disciples chez les Verts. Et le commandant Cousteau disait que les progrès de la médecine sont évidemment admirables, mais ils ont un gros défaut, c'est qu'ils permettent à l'espèce humaine de perdurer. Et disait-il dans un interview, c'est affreux à expliquer, mais il faudrait que disparaissent chaque jour 350 000 personnes pour que nous retrouvions un équilibre entre la population globale de la Terre, qui devrait ne pas dépasser 500 millions, et les grands phénomènes climatiques, cosmiques, océaniques. Et donc 500 millions, c'est ce à quoi il faudrait pouvoir réduire l'humanité. Alors cette réflexion ne l'a pas empêché, lui, d'avoir ensuite 2 enfants, et ne l'a pas non plus poussé à être conséquent avec lui-même, c'est-à-dire à accomplir un suicide qui aurait été en quelque sorte un premier pas vers l'extinction volontaire. Alors, vous savez, chez les écologistes radicaux, dans le nord de l'Europe et aux États-Unis, il y a des mouvements de stérilisation volontaire, là aussi. Günter Grass, le prix Nobel allemand, avait publié il y a quelques années un livre qui s'appelait « Les enfants par la tête », où il adjurait les Allemands de cesser de faire si peu d'enfants, parce que, disait-il, si nous continuons au nom d'impératifs écologiques à ne pas faire d'enfants, notre nation va un jour rétrécir et disparaître à la taille d'une tête d'épingle. Et puis, pour citer quelqu'un avec qui j'ai fait un débat ici, Yves Cochet disait en 2009 qu'il faudrait pénaliser le 3e enfant dans les familles françaises et donc faire une taxe extrêmement élevée sur les petits parce que, disait-il, un enfant, c'est 627 allers-retours Paris-New York en taux de pollution. Alors, cette ambiance de méfiance vis-à-vis de nous-mêmes, l'homme est un prédateur qui dévore son propre habitat. Cette ambiance, elle est alimentée par tout un discours qu'on pourrait appeler un discours de la peur, un discours de la terreur. Alors, là aussi, il faudrait il faut insister sur la nouveauté de ce discours. C'est-à-dire que lorsque j'étais enfant, la peur était évidemment ce contre quoi on nous mettait en garde, c'est-à-dire que garçons et filles étaient éduqués dès les premières années dans l'idée qu'il fallait rester seul dans le noir, vaincre les ténèbres, apprendre à maîtriser ses frayeurs. Et au fond, le conte de fées, avec toutes ces histoires abominables, n'était rien d'autre et n'est rien d'autre aujourd'hui, sauf lorsqu'il est aseptisé dans le discours politiquement correct d'un certain nombre d'éditions. C'est une certaine manière d'apprivoiser les monstres qui naissent de notre imagination et de notre impuissance, puisque l'enfant, être un enfant, c'est être profondément désarmé face à l'adversité et vivre dans l'idée que le monde des grands, le monde des adultes, est à la fois potentiellement protecteur, mais aussi potentiellement destructeur. Et je me permets de vous citer la fameuse interprétation des 3 petits cochons par Bruno Bettelheim, parce qu'elle est magistrale et que nous pouvons encore la recevoir même en étant adultes. Les 3 petits cochons sont poursuivis par le loup. Donc il y en a un qui se réfugie dans une cabane de paille et le loup souffle sur la cabane et la renverse.
Le deuxième construit rapidement un petit abri en bois. Le loup le renverse d'un coup de patte. Et donc, les deux petits cochons se réfugient chez leur frère qui a construit une maison en dur, en briques. Et là, le loup a beau souffler sur la porte, la maison résiste. Et lorsqu'il veut s'introduire par la cheminée, les trois petits cochons font brûler un feu et le loup voit sa queue roussir et s'enfuit. Et selon Bettelheim, ce conte universel, c'est en quelque sorte un apprentissage qui va du principe de plaisir. On ne se fatigue pas, on construit une petite cabane en paille parce que c'est moins fatigant, au principe de réalité. Intégrer le principe de réalité, c'est-à-dire intégrer l'adversité du monde et apprendre à la contourner pour mieux la vaincre, c'est ce qu'a fait le troisième petit cochon et c'est ce qui marque le passage de l'âge enfantin à l'âge adulte. Alors, nous ne sommes pas les trois petits cochons, mais quand même, il y a un changement fondamental dans l'éducation qui nous est prodiguée aujourd'hui, c'est que précisément, nous sommes incités depuis un certain nombre d'années, non pas à refuser la peur, mais au contraire à l'accepter. Il faut avoir peur, et j'en veux pour preuve un mot qui a été dit par un des spécialistes de l'énergie atomique, qui s'appelle Günther Anders, qui était un philosophe allemand, et qui écrivait à propos de l'arme atomique « N'ayez pas peur d'avoir peur ». Et donc on voit bien que c'est un renversement, et ce renversement, il a été théorisé. Est-ce qu'on pourrait juste un peu baisser le phare là, dans les yeux? Merci. Il a été théorisé en 1979 par un philosophe allemand, Hans Jonas, qui est le père de l'écologie, des écologistes allemandes, qui a écrit un livre d'ailleurs passionnant qui s'appelle « Le principe responsabilité ». Et Hans Jonas explique que le développement de la technique dans le monde moderne rend totalement nouvelle la problématique de la responsabilité. En d'autres termes, jusqu'au XVIIIe, XIXe siècle, la nature pouvait pourvoir d'elle-même au débordement de l'activité humaine. Désormais, avec la possession de l'arme atomique, mais aussi avec la possession de la technologie chimique, industrielle, des fonderies, de la voiture, l'humanité détient entre ses mains un outil qu'elle ne peut plus maîtriser. Alors ça, c'est une critique qui avait déjà été anticipée un peu par Rousseau, mais surtout par Heidegger, dans sa critique de la technique, et dit Jonas, dans la mesure où nous avons créé un monstre qui peut nous échapper, c'est le mythe de Frankenstein, nous devons donc développer une nouvelle éthique de la responsabilité, et Jonas appelle cela l'heuristique de la peur. C'est un mot grec, et heuristique, ça veut dire que désormais la peur n'est pas cet aveuglement qui nous pousse à la panique collective, comme dans l'exemple que je donnais tout à l'heure sur Orson Welles et l'attaque des Martiens. C'est au contraire un instrument de connaissance et un instrument de clairvoyance, et par conséquent, nous devons cultiver la peur, qui est le commencement de la sagesse, et entamer, ça c'était donc l'idée de Jonas, qui a été repris dans le mouvement vert par les décroissants, entamer une sorte de lente désindustrialisation de nos sociétés, sinon nous mettrons en péril les conditions de vie pour les générations futures. Alors concrètement, cette injonction se traduit par quoi? Eh bien, il suffit de lire la presse tous les jours ou toutes les semaines, la presse ordinaire, les grands journaux de droite ou de gauche, et l'on s'aperçoit effectivement que l'un des leitmotifs qui nous sont assénés jour après jour, c'est une certaine forme d'effroi. Alors je vais donner quelques exemples très simples. L'année dernière, l'hebdomadaire Télérama titrait « Manges-tu ?» C'était, je crois, il y a exactement un an. Et effectivement, c'est un article sur les pesticides, les insecticides, tous les produits chimiques qui contaminent nos assiettes.
Mais on a envie de répondre, et si on essayait de ne pas manger, comment se sentirait-on? 2 mois après, il y avait une famine dans un camp de l'Afrique, et cet article, qui a d'ailleurs soulevé une très grosse réprobation à l'intérieur de la rédaction, a donné lieu à un innombrable courrier. En septembre 2011, le journal Le Monde titrait « La télévision tue ». Alors j'ai ouvert le journal, curieux de voir ce qui pouvait, dans la contemplation d'un écran, nous tuer. L'étude, qui était d'ailleurs assez imprécise, prouvait simplement qu'effectivement, regarder le petit écran à jet continu pendant des heures faisait de nous, enfants, adultes ou vieillards, des gens gagnés par l'obésité. C'est ce que les anglo-saxons appellent les couch potatoes, c'est-à-dire ces individus qui gonflent en mangeant des chips devant la télé ou devant l'écran. Effectivement, c'est donc une chose que l'on savait, la sédentarité n'est pas bonne pour la santé. On a l'impression que nous vivons dans un monde où tout ce dont nous aurions lieu d'être fiers, tous les objets techniques qui sont censés nous assister, se sont d'une certaine manière retournés contre nous et sont désormais hantés et habités par des intentions malignes. Et nous vivons effectivement dans une sorte de Moyen-Âge post-technologique qui rappelle l'univers des Français, on ne les appelait pas encore comme ça, au XIIe, XIIIe, XIVe, XVe, XVIe siècle, tel que cela a été décrit par les historiens, lorsque le monde naturel était en quelque sorte hanté par les esprits. Vous le savez, par les récits des historiens et par les contes de fées, la sorcellerie, c'était justement cette crainte que dans les arbres, dans les bois, dans les cours d'eau, dans les maisons, il y ait des fantômes ou des êtres méchants qui soient acharnés à notre perte. Or, si nous reportons cela à notre époque, on s'aperçoit que nous vivons là aussi dans un univers qui est où se multiplient les esprits maléfiques. Simplement, désormais, ils ne sont plus seulement dans les branches des arbres, ce ne sont plus simplement des gnomes ou des elfes qui habitent les forêts, mais ils sont dans nos téléphones portables, dans les ondes, dans notre assiette, partout. La technique s'acharne à notre disparition. Une enquête sur l'alimentation dans les écoles, parue l'année dernière et que j'ai relevé dans mon livre, notait qu'à la cantine de nos écoles, les enfants ingèrent à peu près chaque jour 110 produits potentiellement nocifs. Alors moi, je veux bien, je suis d'accord avec cette enquête. Simplement, il y a un moment, il faut poser une question de bon sens. Comment nos petits sortent-ils vivants de l'école le soir, alors qu'ils devraient ressembler à Elephant Man et Quasimodo, si véritablement le contenu de nos assiettes est aussi dangereux? Comment survivons-nous à nos téléphones portables, aux ondes magnétiques? Et c'est tout notre univers contemporain qui est en quelque sorte montré du doigt, désigné comme étant acharné à notre perte. Et alors, là encore, il faut quand même remettre les choses en perspective. Je veux bien, comme le dit le sociologue allemand Ulrich Beck, que nous vivions dans une société du risque, mais il faudrait que l'on m'explique pourquoi, dans cette société hautement périlleuse, où respirer est un danger absolu, dormir une expérience proche du naufrage, pourquoi dans nos sociétés occidentales, l'espérance de vie a-t-elle tellement augmenté depuis tant d'années, puisque nous gagnons, je crois, 3 mois chaque année, même s'il y a des petites corrections à la marge et que parfois
les hommes ou les femmes perdent une semaine ou 15 jours, mais enfin par rapport à nos parents, par rapport à nos grands-parents, par rapport à il y a un siècle, je crois que l'espérance de vie des femmes c'est 85, l'espérance de vie des hommes c'est 79, les hôpitaux, les maisons de retraite sont pleines de centenaires ou en tout cas de nonagénaires que l'on maintient dans un état de relative autonomie. Et donc par conséquent, me semble-t-il, il y a un hiatus entre la représentation excessivement noire, pessimiste que l'on donne de nos sociétés, et puis la réalité des statistiques et la réalité de ce que nous vivons, car nous avons tous des grands-parents ou des parents qui ont atteint un âge honorable dans des conditions tout à fait décentes, ce qui n'était pas envisageable, encore une fois, il y a un demi-siècle, et on semble faire peu de cas des progrès extraordinaires de la médecine, des progrès extraordinaires de l'hygiène et des progrès extraordinaires de l'alimentation. J'écoutais l'autre jour une émission avec un biologiste croate très connu, mais son nom m'échappe, qui est en train de travailler sur la longévité et l'immortalité, et qui mettait justement, qui soulignait sur une radio du service public le bond incroyable que l'humanité a fait depuis la Deuxième Guerre mondiale. Songez qu'en Chine, l'espérance de vie a augmenté de 30 ans depuis, je crois, une soixantaine d'années. Et donc, par conséquent, là encore, ce hiatus entre la façon dont nous nous voyons, c'est-à-dire comme si nous vivions dans le pire des mondes possibles, et la façon dont nous vivons, ce hiatus me paraît quand même problématique. Et je crois que c'est un philosophe indien de Delhi, parlant d'une enquête sur le pessimisme des Français, a eu cette expression, je peux me tromper, mais cette expression, il a dit, c'est le chagrin d'un gros chat confortable qui ronronne. Et je trouve que c'est assez vrai. Quand on va dans les pays qui, eux, sont véritablement dans la misère et le sous-développement et qui s'en sortent petit à petit, c'est vrai que les plaintes d'un certain nombre de sociologues ou politiques occidentaux peuvent apparaître comme ce qu'elles sont, effectivement, comme le chagrin d'un gros chat qui ronronne. Alors, cette peur omniprésente qui va de la naissance des biberons, le lait en poudre, le lait maternel, l'alimentation, cette peur, évidemment, elle a des effets, me semble-t-il, tout à fait terribles sur l'esprit d'initiative, sur l'esprit d'entreprise, sur le goût et sur l'audace des jeunes générations, car lorsqu'on élève les gens dans la crainte, eh bien, on n'obtient pas des aventuriers, on ne crée pas non plus des entrepreneurs, on crée des gens éminemment frileux. Et je ne veux pas accaparer trop longtemps la parole, mais je voudrais reparler du thème de la catastrophe. Donc, on nous explique depuis une dizaine d'années, et je prendrai deux exemples très simples et deux exemples grand public, on nous explique donc que la Terre va à sa destruction inexorable. Deux grands films que vous avez dû probablement voir, le film d'Al Gore, Une vérité qui dérange, 2006, où Al Gore explique que sous l'effet du réchauffement climatique et du développement industriel incontrôlé, il nous reste 10 ans, donc là nous sommes en 2012, 4 ans avant l'ultimatum, et que par conséquent, si nous ne changeons pas radicalement notre mode de vie, eh bien, nous allons dans le mur. Je remarque d'ailleurs qu'il y a il y a une métaphore qui coiffe l'ensemble du discours catastrophiste, c'est évidemment, vous vous en doutez, on a célébré il y a quelques semaines la métaphore du Titanic. Pourquoi le Titanic ? Parce que le Titanic, c'est un double symbole. C'est le symbole de l'arrogance humaine, hein, c'est 1500 passagers qui s'engagent dans un bateau réputé insubmersible et qui rencontre un iceberg, et le capitaine, dans sa folie
narcissique refuse de faire évacuer le bateau à temps. Et donc, on a ce naufrage effrayant qui continue à hanter les mémoires parce que, précisément, c'est comme vous le disiez tout à l'heure, c'est le mythe de Prométhée. Prométhée sûr de lui, croit vaincre les dieux, vaincre la nature, vaincre l'ordre du monde. Et puis, il est coulé à pic. Et c'est un démenti cinglant infligé à l'orgueil humain. Et justement, le deuxième film dont je voulais parler, c'était celui de Nicolas Hulot, Le syndrome du Titanic, où Hulot explique justement que nous sommes, nous, le monde développé, les passagers du Titanic, mais des passagers pour l'instant encore enivrés par les vapeurs du bal du progrès. Donc nous dansons sur le pont et nous ne voyons pas qu'autour de nous, les icebergs se multiplient et que notre paquebot va inexorablement couler et s'effondrer et que par conséquent, il faut immédiatement changer de cap. Alors, deux remarques à ce propos. La première remarque, c'est que le discours catastrophiste souffre un peu du même problème que le discours communiste de la grande époque. Pour ceux qui ont connu cette époque-là, je rappelle que le discours révolutionnaire était en quelque sorte porté par une double direction. Dans un premier temps, Marx et les socialistes révolutionnaires expliquaient que la victoire du prolétariat était inéluctable, que la classe capitaliste allait sombrer, mais que pourtant, il fallait tout faire pour encourager la révolution. C'était cette fameuse axiome du léninisme. Le capitalisme est condamné, la bourgeoisie va disparaître, mais il faut une classe de militants et d'activistes qui prennent le pouvoir pour accélérer la décomposition du monstre marchand. Eh bien, je dirais que le discours catastrophiste souffre un peu de la même contradiction, puisque d'un côté, on nous explique donc la disparition de l'humanité, car au fond, c'est de cela qu'il s'agit, est programmée. On nous dit 2016, 2020, 2050, et en même temps, il faut tout faire pour l'empêcher. Donc, quand on regarde ces films, qu'on lit un certain nombre de livres de Cassandre, on se dit, premier réflexe, on se dit, bon, après tout, puisque de toute façon, on va vers l'abîme, à quoi bon changer mon mode de vie? Pourquoi ne pas continuer à rouler en voiture, prendre l'avion, consommer le plus possible, puisque de toute façon, l'horizon est bouché. Ça, c'est une première contradiction. Donc ce discours, en quelque sorte, perpétue, malgré lui, le fatalisme auquel il voudrait nous soustraire. Deuxième chose, peut-être plus embêtant, le discours cataclysmique nous met dans la situation de ces héros de films d'action, de films d'aventure, qui sont poursuivis par des tueurs. Ils arrivent au bord d'une falaise, ils sautent, ils se rattrapent au bord et ils ne sont retenus à la terre ferme que par quelques doigts. On se dit, bon, c'est la chute, c'est fini. Et puis les doigts cèdent l'un après l'autre et au moment où ils vont faire le grand plongeon dans le vide, une main secourable se tend vers eux et les ramène vers la terre ferme et ils sont sains et saufs. Eh bien, le discours catastrophiste, me semble-t-il, relève de la même figure qu'on pourrait appeler la correction rétrospective, c'est-à-dire qu'au moment où nous sommes absolument acculés, désespérés, voilà qu'on nous donne un certain nombre de solutions. Je rappellerai que cette figure du film d'aventure dont je parlais, c'est exactement pour ceux qui ont eu une éducation chrétienne, c'est exactement celle des sermons d'autrefois, du christianisme d'avant Vatican II, où les prêcheurs accusaient les fidèles de tous les péchés du monde, leur promettaient l'enfer, leur promettaient le diable, Satan,
Et puis au dernier moment, au moment où on se recroquevillait sur son banc en se disant « vivement que je sorte de là », on nous parlait de rédemption. Il y avait une issue. Jésus était venu pour nous sauver et donc, en faisant quelques patères et quelques Notre Père, nous avions une chance d'échapper aux fourches de Belzébuth. Eh bien, de la même façon, que ce soit chez Hulot, que ce soit chez les Verts, que ce soit chez Al Gore, la rédemption est possible du fond de l'abîme. Et cette rédemption, elle s'appelle, vous connaissez tous les solutions, ne plus prendre sa voiture, si possible, ou en tout cas gonfler ses pneus pour moins dépenser, trier ses déchets, arrêter les bains pour les douches, avec si possible un minuteur de 4 minutes, changer d'alimentation, abandonner la viande au profit de repas végétariens. On pourra peut-être en parler tout à l'heure, puisque on sait qu'aujourd'hui, entre la viande et le végétarisme, il y a une alternative prônée par l'ONU, qui sont les insectes. C'est tout à fait sérieux et c'est probablement les criquets, les larves et les vers de terre sont probablement un des futurs modes alimentaires de l'humanité qui ont effectivement toutes sortes d'avantages, même si peut-être la présentation est moins agréable qu'un steak. On nous explique donc qu'il ne faut plus prendre l'avion, marcher à pied, et on se dit, d'un côté, on a un discours apocalyptique qui nous dit qu'inexorablement nous allons vers le mur, et de l'autre côté, nous avons un certain nombre de mesures qui sont au fond pas si difficiles à appliquer parce que éteindre l'électricité, couper l'eau, ne plus prendre sa voiture, même se passer de voiture dans une grande ville, emprunter les transports en commun, prendre l'avion le moins possible, tout cela a un nom très simple, ça s'appelle faire des économies. C'était déjà ce que nos grands-mères nous avaient enseigné, c'est ce que la société de consommation a balayé pendant 30 ans, c'est ce vers quoi inexorablement nous revenons sous l'effet de la crise économique. Et par conséquent, je ne sais pas si c'est bon pour la Terre, mais c'est bon pour le budget. Et donc ce sont des mesures que nous allons tous être amenés à prendre dans les années à venir, mais honnêtement, je ne vois pas en quoi cette liturgie des petits gestes peut retarder un effondrement général des conditions de vie sur Terre que les prophètes de l'Apocalypse nous ont dépeint. Donc, énormité du diagnostic d'un côté et, je dirais, dérision des remèdes de l'autre. Alors, je voudrais terminer sur un exemple, comme j'ai commencé, puis après on pourra entamer une conversation. Je voudrais terminer sur un événement qui a bouleversé l'Europe des Lumières et qui a suscité toutes sortes de commentaires. C'est le tremblement de terre de Lisbonne en 1755, je crois, je ne suis pas sûr de la date, qui a provoqué un tsunami et qui avait fait à l'époque entre 50 et 100 000 morts. Donc le tremblement de terre de Lisbonne provoque une vague de désespoir dans l'Europe des Lumières, puisque tout d'un coup, dans cette époque d'optimisme extraordinaire, où l'on renversait l'ancien régime, où l'on renversait la féodalité, les privilèges, où la raison allait venir à bout de l'obscurantisme, de la superstition propagée par l'Église et par la royauté, tout d'un coup, la providence, celle en quoi on plaçait tous ses espoirs, donne à l'humanité une gifle terrible. Au tremblement de terre de Lisbonne, 3 réponses sont apportées, et ces 3 réponses sont passionnantes. La première, la plus inattendue, c'est celle de Voltaire. Voltaire, qui est un progressiste sceptique, fait un très long poème sur le tremblement de terre de Lisbonne, où il maudit la divinité. Voltaire n'était pas croyant, mais il était déiste, il croyait dans un grand horloger. Et il apostrophe Dieu, un peu comme Job sur son fumier, il dit « Mais que t'ont fait ces milliers d'enfants écrasés sous les pierres avec leur mère? Pourquoi as-tu tué tant d'innocents? Pourquoi une telle violence, une telle haine ?» Et au fond, Voltaire illustre de façon très éloquente une figure qui est celle de tous les grands moralistes et écrivains qui vont lui succéder, c'est-à-dire l'absurdité de la souffrance,
et la cruauté d'un Dieu qui est insensible au malheur de l'homme. Voltaire envoie son poème à Rousseau, et Rousseau, curieusement, a une réponse qui est une réponse extrêmement intelligente et rationnelle, et qui va tout à fait à l'encontre de l'image que nous en avons gardée. Et Rousseau explique que la folie du tremblement de terre de Lisbonne, ça n'est pas la nature, laquelle est aveugle, laquelle n'a pas d'intention ni méchante ni bénéfique. La nature obéit à ses lois. La folie du tremblement de terre de Lisbonne, c'est Lisbonne elle-même. Et il dit comment a-t-on pu construire une grande ville à cet endroit? Comment a-t-on pu construire des habitations à 5 ou 6 étages? Et surtout, pourquoi les êtres humains, quand la terre a commencé à trembler, se sont-ils précipités chez eux pour récupérer leurs biens au lieu de fuir dans la campagne? Et Rousseau, contrairement à Voltaire, tire une conclusion inverse, qui n'est pas tout à fait la nôtre, c'est il ne faut plus habiter dans les villes. Il faut que l'humanité retourne à son état antérieur et habite dans les campagnes. Il faut donc recréer, c'est l'éternelle nostalgie du rousseauisme, une communauté, des communautés naturelles où les hommes vivront en petit nombre et pourront établir une sorte de démocratie parfaite. Alors, ni l'une ni l'autre de ces solutions ne sont pour nous évidemment viables. La troisième réponse qui a été apportée au tremblement de terre de Lisbonne, elle ne vient pas d'un philosophe, elle vient d'un ingénieur qui était le premier ministre du roi du Portugal à l'époque, qui s'appelle le marquis de Pombal. D'ailleurs, le marquis de Pombal est aujourd'hui à des places dans toutes les villes du Portugal. Le marquis de Pombal prend le phénomène du tremblement de terre et du tsunami de façon rationnelle. Il essaie de comprendre pourquoi ce tremblement de terre a suscité autant de morts, et il comprend que l'hécatombe provoquée par les secousses sismiques vient tout simplement de ce que Lisbonne était construit comme beaucoup de villes à l'époque. C'était un habitat regroupé dans des petites rues où donc l'écroulement d'une maison pouvait entraîner l'écroulement de toute une rue. Et donc pour la première fois, il met en place un habitat espacé, il fait reconstruire toute la ville avec de très larges avenues, de telle façon que l'effondrement d'un immeuble n'entraîne pas immédiatement l'effondrement des autres. Et puis surtout, il invente, chose absolument extraordinaire, il invente les techniques modernes de la sismologie, c'est-à-dire qu'il fait venir des milliers de bœufs et de chariots de la campagne, il remplit les chariots de pierres extrêmement lourdes, et autour d'un immeuble témoin, il fait promener les chariots pendant des jours et des jours sur les pavés, il enregistre le degré de fissure des immeubles au passage de ces véhicules, et il reconstruit les immeubles en fonction de leur résistance aux trépidations. Et le marquis de Pombal donc, reconstruit le Lisbonne moderne que nous connaissons, évidemment qui depuis a beaucoup changé, mais il est l'inventeur donc des premières techniques de résistance au tremblement de terre. Eh bien, il me semble que face aux catastrophes, nous avons effectivement 3 attitudes possibles. Une attitude de malédiction. Aujourd'hui, ce n'est plus Dieu que nous maudissons, mais nous maudissons l'homme qui s'est pris pour un Dieu. Une attitude de retraite ou de fuite, en disant, tous ceux qui disent la société industrielle est mauvaise en soi, elle a transgressé toutes les bornes de l'humain, par conséquent, nous devons revenir à l'habitat naturel de l'homme, c'est-à-dire la campagne, des communautés limitées, une limitation également des naissances pour que l'être humain vive en harmonie avec sa mère, la terre. Et puis, me semble-t-il, il y a la troisième réponse à laquelle nous essayons tous de souscrire plus ou moins, c'est comment affronter rationnellement les dangers qui nous menacent, sans une croyance excessive dans nos pouvoirs, mais sans non plus une panique folle et un retrait de la raison devant tous les périls qui nous menacent. Voilà, me semble-t-il, l'attitude peut-être la plus juste et la plus sage
face au danger. Voilà, je vous remercie. Merci. Alors merci Pascal Bruckner pour cette mise en bouche. À mes côtés pour animer le débat, Adrien et Sophie qui vont vous adresser une série de questions avant de passer aux questions de l'auditoire. Donc bonsoir Pascal Bruckner. Vous conviendrez avec moi que la société de consommation a plongé les Occidentaux dans une certaine léthargie, une certaine jouissance dont vous parliez. Et on peut assurément penser que les écologistes n'ont pas au départ cette idée de plonger cette société dans le catastrophisme. Alors est-ce qu'on ne peut pas se demander si ce recours à la peur est aujourd'hui la seule solution pour mobiliser notamment les populations occidentales, tout simplement? Oui, mais le problème c'est que ça ne marche pas. Donc vous avez parfaitement raison, mais regardez le score des écologistes ce matin. Regardez les échecs que sont les sommets sur le changement climatique. Il faut admettre qu'effectivement, cette peur-là, en tout cas, et peut-être y a-t-il des peurs qui marchent, mais cette peur-là ne marche pas. Et alors pourquoi ça ne marche pas? Je l'ai un peu dit pendant l'introduction, c'est parce que c'est une peur qui nous dépasse tellement qu'au fond, nous ne sentons pas les moyens d'en venir à bout. Je crois qu'il faut revenir à une distinction qui avait été faite par les stoïciens et qui est extrêmement éclairante. Je pense que c'est Marc Aurèle ou Épictète, mais je ne suis pas sûr. Il disait, il y a deux choses dans l'existence. Il y a les choses qui dépendent de nous, il y a les choses qui ne dépendent pas de nous. Il ne dépend pas de moi d'être né où je voulais, d'échapper à la mort, d'échapper à la maladie. En revanche, il dépend de moi de diriger mon existence du mieux possible, de faire en sorte que ma mort soit la moins douloureuse possible, d'échapper aux maladies et d'échapper à toutes les folies qui peuvent agiter l'humanité. Et alors, dans un certain discours de la catastrophe ou du cataclysme a comme défaut principal d'agiter des enjeux qui sont souvent des enjeux séculaires ou millénaires. On nous dit, dans 1000 ans, les océans vont bouillir. Oui, mais enfin, dans 1000 ans, on ne sera pas forcément là pour le remarquer. On nous explique que les grands phénomènes atmosphériques vont complètement se dégrader. Et encore une fois, les solutions qui nous sont proposées au jour le jour sont des solutions qui paraissent disproportionnées par rapport à l'importance du diagnostic. Alors, le problème, c'est que c'est la question qu'il faut poser. Enfin, il y a deux questions. Hein. C'est y a-t-il une bonne peur? Et puis, est-ce que véritablement ce discours catastrophique veut nous mobiliser? Et alors, moi, je vais répondre d'abord à la deuxième question. On peut en douter. On peut en douter. Je me souviens du père de l'écologie. Alors, vous étiez probablement pas né ou dans les Langes, qui s'appelait René Dumont à l'époque. C'était un monsieur, un agronome qui venait de la gauche, et il a fait sa première apparition à la télévision avec une pomme et un verre d'eau. C'était son symbole. Et alors, j'ai revu il n'y a pas longtemps, il était interviewé par Jean-Pierre Elkabbach, et j'ai revu l'émission il n'y a pas longtemps. Et alors, il explique, et d'ailleurs il a raison, que les embarras de la circulation à Paris sont complètement déments et que s'il y a un jour un incendie dans les grands magasins, le trafic est tel que les pompiers ne pourront même pas accéder aux grands magasins en question. Et alors, Jean-Pierre Elkabbach lui dit, mais vous avez l'air de dire que ce serait une bonne chose. Et René Dumont dit, oui, ce serait une très bonne chose, je suis désolé de le dire en public,
il faudrait que quelques centaines de gens brûlent vifs dans un grand magasin pour que les Français prennent enfin conscience de la gravité du problème. Il me semble qu'il y a là, alors évidemment c'est une provocation, mais il me semble qu'il y a là c'est peut-être un des soucis qu'on peut avoir avec le discours catastrophique, parce qu'on ne sait jamais si c'est un discours d'avertissement qui est proféré pour éviter justement que ne se produise l'inéluctable ou l'abominable, ou si c'est comme on dit en psychanalyse, un vœu de mort, c'est-à-dire si c'est au fond l'envie de punir l'humanité de son outrecuidance parce qu'elle a osé sortir de son cadre naturel. Et au fond, le récit catastrophiste, il suit un cours très simple, qui est celui qu'on trouve à la base du christianisme et du judaïsme, c'est le récit de la Genèse. L'homme, Adam et Ève, vivaient dans le paradis, ils avaient de tout en abondance, ils ont goûté à l'arbre de la science, ils ont été punis, et l'humanité est entrée dans le long purgatoire de l'histoire. Et donc, le catastrophisme, c'est ce discours prophétique qui nous dit « vous êtes dans le purgatoire, vous ne le savez pas, les châtiments vont s'abattre sur vous, Sodome et Gomorrhe seront punis, donc maintenant il faut de toute urgence changer de mode de vie, sinon attention ». Et c'est pourquoi je pense pour ma part que ce n'est pas un discours simplement scientifique, et qu'on peut d'ailleurs considérer avec beaucoup de sang-froid, c'est aussi un discours punitif. Il s'agit en quelque sorte de dire à l'humanité qu'elle est allée trop loin, qu'elle est folle. Le mot est utilisé en toutes lettres notamment par un philosophe qui est dans l'équipe de Nicolas Hulot. L'humanité est devenue folle et que par conséquent, la punition va avoir une vertu pédagogique. Alors, si c'est cela qu'on veut dire, si on nous explique que plus il y aura de milliers de morts, plus finalement nous atteindrons, nous retournerons dans le domaine de la raison, c'est quand même un peu problématique. Donc, je remarque simplement que le discours de la peur ne prend pas, c'est-à-dire qu'effectivement, il terrifie les gens, et notamment les enfants, mais qu'il ne nous pousse pas vers des conduites plus raisonnables, et qu'au fond, on pourrait dire qu'il y a deux peurs. Il y a une peur qui nous avertit d'un danger, c'est celui qu'on peut avoir lorsqu'on marche dans la rue, qu'on est suivi par une personne louche, on s'en va, on ne traîne pas, c'est une peur raisonnable. Il y a la peur du gendarme aussi, qui est une peur raisonnable, si on veut éviter d'attraper une amende ou d'être pris sur le fait lorsqu'on veut voler quelque chose. Et puis il y a cette peur irrationnelle qui a comme principal effet de nous tétaniser, de nous maintenir dans un état d'infantilisme, et qui est au fond, c'était un peu la situation de l'homme avant les Lumières, l'homme qui vivait sous la crainte de l'enfer et des flammes du diable. Et puis, donc, il y a une peur qui mobilise, il y a une peur qui paralyse. Et j'ai le sentiment que le discours catastrophiste veut nous paralyser pour nous faire admettre un certain nombre de solutions dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles sont discutables. Et qu'en tout cas, dans le scrutin qui a eu lieu hier, elles n'ont pas emporté l'adhésion de l'immense majorité de la population. Je ne veux pas être méchant, mais enfin, il faut quand même à un certain moment regarder ce que le peuple a dit. Et le peuple dit, de cette peur-là, nous ne voulons pas. Le peuple est sensible, le peuple français est sensible au changement climatique, aux problèmes écologiques, à la pollution. Personne ne veut vivre sur un tas de déchets, mais force est de constater que le discours apocalyptique n'a pas marché. Et donc, il faut s'interroger là-dessus. Je vais rebondir sur votre point de vue sur l'écologie politique. Justement, vous dites dans votre livre que le parti écologiste ouvert n'a le pouvoir finalement qu'en Allemagne. Et pourtant, il propose un programme qui va au-delà de l'environnement. Il propose quelque chose, donc ils sont entrés dans l'écologie politique. Est-ce que vous pensez qu'ils ont tout de même... On a vu hier qu'ils ont fait un score dérisoire. Est-ce que vous pensez qu'ils ont tout de même une légitimité en politique, ou est-ce que vous pensez qu'ils sont condamnés à incarner un certain militantisme
qui n'a pas lieu d'être sur la scène politique? C'est une bonne question, ça. Oui, c'est une très bonne question. J'ai fait un débat il n'y a pas longtemps avec Jean-Vincent Placé, qui est donc le sénateur vert, et qui a d'ailleurs admis avec beaucoup d'honnêteté, je trouve, toutes les lacunes du discours écologique. Il y en a une, en tout cas, qui pour moi me paraît un peu rédhibitoire, c'est que si vous avez écouté, si vous avez suivi la campagne, et notamment le dernier meeting au Cirque d'hiver à Paris, il se trouve que j'habite à côté. Alors j'étais dehors dans la rue et j'ai écouté un peu sous la pluie les paroles des intervenants. Les Verts français, ce n'est pas vrai des Verts allemands, hein. Il y a des pays où les partis écologiques sont je dirais, beaucoup plus raisonnables que chez nous. On a parlé du problème israélo-palestinien, de la bande de Gaza, du mariage homosexuel, du droit de vote des étrangers aux élections municipales, etc., etc. Tout sujet, par ailleurs, très important. Mais il y avait quand même une grande absente dans le débat, c'est la nature. Or, moi, j'ai cru naïvement que les Verts, c'était quand même les défenseurs de la nature contre l'expansion industrielle, le bétonnage des plages, des villes, et que c'était quand même des gens qui avaient le souci de préserver les grands équilibres. Et cet oubli de la nature, dans le débat que j'ai eu avec Jean-Vincent Placé, il l'a reconnu. Il a dit oui, c'est vrai, nous ne parlons pas aux bonnes personnes, parce que s'il s'agit de concurrencer la gauche ou l'extrême gauche sur ces terrains de prédilection, à ce moment-là, l'électeur, c'est ce qu'il a fait, n'ira pas vers les Verts, il ira vers Mélenchon ou vers Hollande, ou vers Poutou ou vers Artaud. Mais s'il faut avoir une spécificité dans la défense des sites, dans la protection des océans et des montagnes, alors là, effectivement, on a l'impression que le message est brouillé. Et c'est pourquoi, effectivement, le Parti vert en France paraît pour l'instant d'une utilité restreinte. Alors il a sauvé la mise grâce aux accords passés avec le Parti socialiste, mais c'est vrai qu'en Allemagne, les Verts ont d'abord une habitude du pouvoir beaucoup plus grande. Ils partagent dans beaucoup de Länder le pouvoir avec le SPD, voire même dans certains Länder, je crois, certains Länder avec la CDU. Et vous savez, partager le pouvoir, c'est accéder aux responsabilités. C'est donc se rendre compte que les enjeux, ce n'est pas simplement pour ou contre l'industrialisation, mais qu'il faut aussi faire sa part à l'économie, qu'il faut aussi s'intéresser au problème des salaires, que la circulation n'est pas en soi un crime, qu'il faut aussi que les gens puissent se déplacer. Donc c'est effectivement avoir une vision un peu plus complexe du réel que le simple dogmatisme. Et j'ai le sentiment qu'en France, mais peut-être cela va-t-il changer, peut-être une nouvelle génération de militants verts est-elle en train d'éclore. J'ai l'impression qu'en France, le principe de réalité a disparu. Et j'en veux pour preuve, c'est que j'ai eu un débat avec Laurence Wisniewski, qui a été l'assistante d'Eva Joly. C'est un ancien juge d'instruction qui a instruit avec elle un certain nombre d'affaires délicates et donc qui a fait partie aussi du comité des Verts. Et elle me l'a dit spécifiquement, elle me dit, moi, au sein des Verts, j'ai un nom, on m'appelle le principe de réalité. Effectivement, la réalité, il y a les valeurs que l'on défend, puis il y a la réalité qui est là, têtue, obstinée, qu'on ne peut pas balayer d'un revers de la main. Et on a le sentiment que dans les dernières années, et en l'absence de Daniel Cohn-Bendit, les Verts se sont enfermés dans un fonctionnement qui est plus sectaire, qui rappelle celui des sectes, d'une secte beaucoup plus que d'un parti politique responsable. Et évidemment, on pense à M. Cheminade qui veut nous envoyer sur Mars, pourquoi pas. Et donc, encore une fois, la punition de l'électeur, elle a été sur ce plan-là, elle a été flagrante. Donc voilà, alors faut-il ou non une écologie politique? Personnellement, moi je verrais plus que chaque grand parti de l'échiquier politique français est un pôle vert qui en quelque sorte permettrait de contrebalancer les impératifs industriels. Mais pour l'instant, je ne vois pas tout à fait l'utilité d'un parti écologique qui soit chemine entre l'extrême gauche ou alors des propositions qui peuvent paraître un peu déraisonnable. Enfin voilà, c'est juste un avis tout à fait personnel. Oui, parce que je pense que, avant que les grands partis politiques français, comme vous dites, aient un pôle vert
on a encore un peu de chemin à faire, puisque je regardais tout à l'heure les programmes des 2 candidats du second tour, et notamment les 18 points de Nicolas Sarkozy, dont le 18e était promouvoir le développement durable, et le premier point était continuer sur la voie du nucléaire. Donc avant que les idées circulent, on a quand même un peu de chemin à faire, et pour moi c'était l'avantage des Verts, c'est qu'ils pouvaient promouvoir un modèle de développement durable, non pas comme alternatif, mais vraiment comme un modèle de société qui pouvait avoir ses chances. Bon, on a vu que ce n'était pas l'opinion des électeurs hier soir. Oui, alors là, il y a 2 problèmes, vous soulevez 2 problèmes. Le premier, c'est le mot développement durable, qui, à mon avis, n'a pas beaucoup de sens, parce que le mot développement durable a été mal traduit de l'anglais. En anglais, c'est sustainable. Et je pense qu'il y aurait un adjectif qui serait meilleur, c'est compatible. C'est-à-dire que le développement industriel, le développement des sociétés humaines doit rester compatible avec les grands équilibres naturels. Et donc, en ce sens, durable. Vous savez, ce qui dure le plus dans notre univers, malheureusement, c'est les déchets nucléaires. Les couches d'enfants durent, je crois, 70 ans. Les mégots dans la nature durent aussi. Moi, je fais de la montagne l'été. On trouve des déchets qui ont parfois 2-3 ans. C'est tout à fait exaspérant de se balader sur un sentier à 2000 ou 3000 mètres et de trouver des détritus. Donc le mot durable ne me paraît pas très heureux. Mais enfin bon, ça c'est une question de vocabulaire, mais le vocabulaire c'est quand même important. La deuxième chose, c'est le problème du nucléaire. Alors, le nucléaire, qu'est-ce qu'on fait avec le nucléaire? Vous savez, vous avez un polytechnicien qui s'appelle Jean-Marc Jancovici, qui a été le grand conseiller de Nicolas Hulot. On le voit à TF1 chaque semaine. Là, il donne son avis au journal avec Laurence Ferrari sur la planète. Et lui, c'est un écologiste pur et dur, convaincu du réchauffement climatique. Et il dit, si on veut combattre le réchauffement climatique, pour l'instant, nous n'avons pas d'autre solution que le nucléaire. Parce qu'effectivement, le dégagement de gaz à effet de serre est extrêmement faible avec le nucléaire, au contraire du gaz naturel, au contraire du charbon. Donc c'est un très grand débat que nous n'allons pas trancher ce soir, sur lequel je n'ai pas spécialement de compétences. Mais le nucléaire pose le problème terrible de la sécurité. En France, évidemment, l'Agence de sûreté nucléaire a redoublé les procédures de surveillance depuis Fukushima. Au Japon, il s'est passé ce qui s'est passé. Il n'empêche que les Japonais viennent de rouvrir, j'ai vu ça la semaine dernière, 2 centrales nucléaires pour alimenter leur électricité. Le problème, c'est que sortir du nucléaire, comme ce l'est proposé Hollande, c'est long. Et c'est tellement long qu'en Allemagne, Angela Merkel a donc décrété l'année dernière qu'on allait fermer les centrales sur 20 ans. Et c'est le chef des Verts allemands, il a un nom turc, donc je ne l'ai pas en mémoire, qui a dit à la chancelière, c'est un peu pressé. Il faut quand même prévoir un délai. Parce qu'en attendant, que font les Allemands? Ils se chauffent avec le gaz russe, ils font l'électricité avec les centrales à charbon, qui elles sont extrêmement polluantes. Donc il me semble que pour l'instant, la solution, c'est celle que nous avons en France, c'est un mix énergétique où le nucléaire garde une part prépondérante, on va probablement fermer quelques centrales, et puis l'important, c'est quand même la recherche. Les Suisses vont fermer leurs centrales, mais ils continuent à faire de la recherche sur l'énergie atomique, et ce serait de pouvoir arriver un jour, mais quand? Ça peut être dans 20, 30, 40 ans, non pas à la fission, mais à la fusion nucléaire qui, elle, est beaucoup moins génératrice de déchets. Il se trouve que j'ai visité il n'y a pas longtemps pas Fessenheim, mais Flamanville. Et alors, ce qui est là aussi étonnant, Flamanville et puis La Hague. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que quand vous interrogez les gens du pays, mais du pays au sens très large du terme, c'est-à-dire dans un rayon de 50 km, ils sont tous de farouches partisans de l'énergie nucléaire, même s'il y a des petits problèmes à La Hague en raison des déchets, parce que pour eux, c'est une source de prospérité. Mais je pense que là-dessus, il ne faut pas avoir de dogmatisme, il faut voir les choses très pragmatiquement. Si l'on supprime le nucléaire du jour au lendemain en France, nous aurons beaucoup de mal à nous chauffer et puis à nous éclairer. Et puis les énergies renouvelables posent d'énormes problèmes. D'abord, pour l'instant, en France, je crois qu'elles atteignent 10 à 12% du total. Et on voit, je lisais il y a 2 jours
dans Le Monde un article tout à fait passionnant sur les centrales solaires en Arizona, dans l'Utah et la Californie. Le gouvernement américain, dans cette région fortement ensoleillée, a prévu une des plus grandes centrales solaires du monde. Je crois que c'est, je ne sais pas combien de centaines de milliers d'hectares. Sauf que ça pose un problème énorme aux protecteurs de la nature en termes de destruction des espèces, reptiles, tortues, aigles, etc. Donc il y a un conflit absolument incroyable, mais qui à mon avis va se généraliser dans les années à venir entre les défenseurs des énergies renouvelables et les protecteurs de la nature. Et puis les éoliennes, on le sait, ont des effets nocifs notamment sur les oiseaux, qui n'ont pas encore été tout à fait résolus, sans parler du problème esthétique. Et par conséquent, là, nous sommes là dans une période de transition, mais qui peut durer un demi-siècle, sans compter que le grand problème que la science n'a pas su résoudre pour l'instant, c'est le stockage de l'énergie. C'est-à-dire qu'on ne sait pas la stocker. Et puis les énergies renouvelables ont un problème majeur qui n'est pas encore tout à fait résolu, qui est l'intermittence. Dans des pays à très fort ensoleillement comme l'Afrique du Nord, le sud de l'Europe, le soleil brille 300 à 320 jours par an. Dans le nord de l'Europe, c'est plus problématique. Quant aux éoliennes, on sait parfaitement. Il se trouve que là, j'en ai vu un certain nombre en venant. Elles battaient faiblement, mais je me souviens être allé en novembre dans le nord de l'Europe. C'était le moment où l'hiver n'avait pas encore commencé et tout le parc des éoliennes était au point mort. Donc vous voyez que c'est un défi, c'est un véritable défi pour l'esprit humain. Comment continuer à bénéficier des avantages du progrès, et nous sommes tous heureux d'avoir de l'électricité quand nous appuyons sur l'interrupteur, sans effectivement recourir au charbon, qui est éminemment polluant, au gaz qui est limité, au pétrole dont nous savons qu'il va coûter de plus en plus cher et qu'il va se raréfier, même si on découvre chaque jour de nouveaux gisements, et aux sables bitumineux qui ont, eux, des effets tout à fait délétères sur l'environnement. On a tous lu des reportages sur l'Alberta ou sur ces grands États d'Amérique du Nord, où effectivement l'exploitation des mines à ciel ouvert provoque des dégâts collatéraux. Donc voilà, c'est le grand défi. Donc la France, pour l'instant, dispose d'une maîtrise de la technologie nucléaire. C'est risqué, c'est vrai qu'il y a des risques qu'on ne peut pas se dissimuler, mais en même temps, est-ce qu'il faut tirer un trait là-dessus ? Personnellement, je pense que non. Et d'ailleurs, la gauche l'a dit très clairement, on ferme Fessenheim, mais on garde le reste et on continue à construire Flamanville. On va peut-être faire maintenant circuler des micros. 2 micros vont circuler de chaque côté. S'il y a des questions, vous les posez à Pascal Bruckner. Oui, alors pour revenir sur la peur, vous disiez que la peur n'avait pas marché à la dernière élection, donc hier soir, 2%. Alors j'ai une question qui va dans le fluide, mais est-ce que la peur n'est pas hiérarchisée ? Et en l'occurrence, la peur a quand même marché, mais sur la crise ou sur l'immigration. Donc y a-t-il pas une hiérarchisation de la peur ? Et c'est la peur qui se fait le plus entendre qui prend le pouvoir. Et si donc la peur ne marche pas et ne mobilise pas, pour revenir donc sur votre première remarque, comment faire, en reprenant l'exemple du pompier, pour résoudre un problème qui est a priori plus un constat, qui est si en effet ça prend feu, ben on meurt tous. Donc comment faire prendre conscience de ce problème-là sans utiliser la peur ? Oui, vous avez raison, c'est qu'effectivement il n'y a jamais une peur, il y en a toujours plusieurs. Et d'ailleurs, chaque camp utilise cet argument pour ridiculiser le camp d'en face. Vous vous souvenez peut-être de l'encyclique, je crois que c'était Jean-Paul II qui disait « N'ayez pas peur ». C'était un très beau titre, mais il expliquait ensuite que dans notre monde relativiste et incroyant, les risques étaient énormes parce que précisément nous avions abandonné la parole de Dieu. Ça, c'est le message de l'Église qu'elle répète depuis à peu près un demi-siècle.
La droite invoque la peur de l'immigration, la peur de l'insécurité et se moque de la gauche qui a peur des marchés, de la libre entreprise. À l'inverse, la gauche se moque du terrorisme présenté par la droite comme étant le danger principal, ou dénonce la diabolisation de l'immigration, mais elle-même invoque la peur du libre marché, de la finance, des banquiers prédateurs prêts à rançonner la population. Alors on s'aperçoit qu'effectivement il y a des peurs qui marchent mieux que d'autres, mais il est possible que dans cette élection, ce qui a prédominé, c'est peut-être moins la peur que la colère, c'est-à-dire un avertissement fait aux puissants, aux hommes de pouvoir, un avertissement et une façon de leur dire qu'on ne voulait plus de leurs recettes qui ne marchent pas. Alors comment tenir un discours de la raison, ou comment mobiliser les gens? Je pense d'abord qu'on mobilise les personnes sur des causes locales, sur des causes régionales. Je pense que ça, c'est peut-être plus entraînant que la santé générale de la planète, sur laquelle, malheureusement, nous ne pourrons pas grand-chose. On nous dit qu'il faut sauver la planète, mais il faut répondre que la planète n'a pas besoin de nous, que même si l'humanité en tant qu'espèce disparaît, la planète survivra, elle connaîtra des métamorphoses innombrables, elle a déjà connu des révolutions géologiques et climatiques terribles, mais en tant qu'entité physique, ça n'est pas la planète qui est en cause. Ce qui est en cause, c'est notre sort dans l'état de la nature telle qu'elle existe aujourd'hui. C'est donc l'enjeu, c'est de transmettre à nos enfants et nos petits-enfants une planète en bon état de fonctionnement. Alors, moi je pense que les petits enjeux sont peut-être plus mobilisateurs dans la mesure où nous y pouvons quelque chose. Dans les années 70, il y avait les pluies acides qui ravageaient les forêts à l'est de la France et en Allemagne, et c'est un problème qui a été résolu. Je crois que ce qu'il faut montrer aux personnes que l'on mobilise, c'est qu'il y a une réversibilité des dégâts, c'est-à-dire que des dommages peuvent être infligés à l'environnement, mais ces dommages sont réparables avec une mobilisation des bonnes volontés. Alors là, je vois qu'il y a chez vous une grande mobilisation pour l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Je ne connais pas le dossier, mais je pense que si vous réussissez à reculer la construction de cet aéroport ou à la faire annuler, ce sera la preuve qu'au fond, une mobilisation locale et régionale sur un problème précis a sans doute plus d'implication et plus de possibilités de modification qu'une sorte de panique globale et presque métaphysique sur l'état de la Terre. Donc voilà, me semble-t-il. Je pense qu'il faut toujours garder à l'esprit une dimension rationnelle et raisonnable, et puis surtout assigner aux militants des tâches précises. Au-delà, ça n'est plus dans notre pouvoir. Au-delà, c'est tellement vaste que nous ne sommes plus en mesure de répondre. Et encore une fois, il me semble que la jonction entre l'écologie et l'économie me paraît plus sage qu'une simple injonction, c'est le cas de le dire, à ne plus consommer, à ne plus rouler en voiture, à ne plus prendre l'avion. Si l'on explique aux gens qu'effectivement éteindre l'électricité, ne pas faire couler l'eau, ne pas prendre des bains de façon inconsidérée, trier les ordures, c'est bon pour le porte-monnaie, car au fond c'est ça qu'il faut dire aux gens. Vous allez faire des économies et vous allez faire réaliser des économies à votre ville, à votre commune. Ça, c'est un discours que tout le monde comprend. Et de la même façon, on peut à partir de là peut-être avoir une politique là aussi plus intelligente. Par exemple, concernant la consommation d'électricité, nous savons tous que dans les années à venir, nous ne pourrons plus assister à ces débauches d'électricité qui ont été celles des grandes villes du monde, et notamment des grandes villes occidentales, et notamment des grandes villes américaines, de la même façon qu'on l'a fait jusqu'à maintenant. Au mois de mars de l'année 2011, les Nations Unies ont inauguré une nuit sans lumière.
on a éteint la Tour Eiffel, l'Opéra, Notre-Dame pendant 5 minutes. Alors ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'on va replonger les villes dans le noir comme c'était le cas jusqu'à la fin du 19e siècle, avec toute l'insécurité que cela engendrait, la terreur que cela pouvait provoquer, mais simplement qu'on peut imaginer, sous l'effet d'une gestion intelligente de l'énergie, on peut imaginer que, par exemple, les grandes enseignes, la nuit, à partir de minuit, éteignent leurs devantures, que dans un certain nombre de rues soit appliqué un principe qui est celui des hôtels. Quand vous vous engagez dans un couloir, une minuterie s'allume et s'éteint quelques minutes après, lorsque vous êtes rentré dans votre chambre. Donc rien n'empêche d'imaginer des économies d'énergie qui ne soient pas pénalisantes pour les citoyens, mais qui permettent justement de freiner cette hausse illimitée des budgets, parce que ce que nous savons de sources sûres, c'est que l'énergie va devenir rare dans les années à venir, et que par conséquent, il va falloir que nous nous montrions intelligents dans sa gestion. Et là, il y a vraiment deux discours qui s'affrontent. Il y a le discours de la droite, en tout cas d'une fraction de la droite américaine, conservatrice, qui dit tout ça c'est de la blague, le pétrole va couler à flot, l'énergie est sans limite, et par conséquent, c'est la fameuse phrase de George Bush, je ne toucherai pas au mode de vie américain parce que le mode de vie américain est bon par nature, une sorte d'aveuglement devant la raréfaction des ressources. Et puis vous avez le discours en face inverse, qui est le discours de la décroissance, en disant eh bien, il faut maintenant se serrer la ceinture, il faut rentrer dans une ère d'appauvrissement, de privation. Comme disait Yves Cochet, je m'excuse de le citer une seconde fois, si vous avez froid l'hiver, mettez un chandail, couchez-vous tôt, vivez avec la nature. Et je pense que la troisième voie la plus raisonnable, c'est que nous ne voulons ni de l'aveuglement face au gaspillage absolument illimité que les sociétés occidentales exercent vis-à-vis de la nature et qui est si frappant et si choquant aux États-Unis. Je le dis parce que j'y vais très souvent et que même moi, qui n'ai pas une fibre verte très développée, ça me choque. Mais à l'inverse, je ne vois pas pourquoi la régression serait érigée en idéal de vie, pourquoi tout d'un coup nous devrions revenir au mode de vie des Amish en Pennsylvanie, puisque les Amish font l'objet de très nombreux pèlerinages, et revenir à la carriole au cheval, à la bougie. Non, je pense que là encore, le grand défi, et c'est véritablement celui auquel l'humanité devra répondre, c'est de faire mieux avec moins. Et donc, par conséquent, il est indéniable, et là les écologistes ont eu raison de nous le dire depuis 20 ou 30 ans, lutte contre le gaspillage. La chasse au gaspillage est ouverte en France depuis 1973, depuis le premier choc pétrolier. Et recyclage, oui, le recyclage, ça va devenir probablement l'un des plus grands secteurs de l'économie. Et vous le savez, il existe déjà des magasins et même des industries du recyclage, des ordinateurs, des portables. Donc le geste qui consiste à jeter de façon inconsidérée tous les objets qui nous entourent parce que nous sommes assurés d'en trouver de nouveaux, ce geste-là, évidemment, aujourd'hui, nous ne pouvons plus l'accomplir avec la même naturalité. Alors, juste d'un mot, il me semble que vous avez parlé tout à l'heure de la société de consommation, dans notre rapport aux objets, nous sommes passés par 3 stades. Le premier stade, c'est celui qui a connu l'humanité jusqu'au milieu du XXe siècle, c'est celui de la rareté. C'est-à-dire l'alimentation est rare, parce qu'au fond, on a souffert de la faim en France jusqu'à très récemment, notamment dans les classes pauvres et dans la paysannerie. Les aliments sont rares, les animaux sont en nombre limité, les produits manufacturés, là aussi, ne sont pas très nombreux. Et donc, ce qui a prédominé la vie économique de l'Europe jusqu'à l'invention de l'automatisation et de l'industrie à grande échelle, c'est justement cette conscience de la précarité des choses et de la précarité notamment de la nourriture liée dans les classes aristocratiques ou bourgeoises à l'expérience du luxe qui était en quelque sorte comme la contrepartie de la rareté des pauvres. Il y avait abondance chez les riches et précarité chez les pauvres. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, dans les représentations qui sont données,
dans la peinture, notamment la peinture hollandaise, du pays de Cocagne. Quand vous allez dans les musées, que vous regardez les Bruegel, le pays de Cocagne, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un pays où on mange à sa faim. C'est un pays où les œufs se présentent spontanément à vous avec des petites pattes, ils viennent à votre table. Les fleuves sont des fleuves de miel et de lait. Les miches de pain poussent sur les arbres. Les poulets et les poules arrivent à votre table en courbant l'échine pour que vous les mangiez. Et au fond, le pays de Cocagne, c'est simplement cela. C'était le rêve, finalement, de pouvoir chaque jour manger à sa faim. Et lorsque les villageois, dans les campagnes européennes, faisaient bombance, c'était en prévision des jours d'amertume, des jours de privation, où ils allaient endurer de longs hivers en n'ayant que quelques grains d'avoine ou de blé à manger. Cette époque de précarité, elle a disparu petit à petit au XIXe siècle. Et c'est les grands textes de Marx, de Ricardo, de Fourier, de Cabet, de Proudhon, de tous les théoriciens du socialisme, disant avec la mécanisation de l'agriculture, nous allons enfin pouvoir passer au stade de l'abondance. Le deuxième stade, ça a été celui de l'orgie mercantile, dans lequel l'Amérique est entrée dans les années 20-30, la France avec les 30 Glorieuses après la guerre, où effectivement c'est le caractère illimité des marchandises. Songez que chaque supermarché contient à peu près 1 million d'objets disponibles. Et effectivement, pour nos parents et même pour ma génération, l'idée que l'on pouvait acheter tout et n'importe quoi dans un supermarché, que tout était jetable, qu'au fond rien ne devait être préservé, parce que jeter, c'était en quelque sorte pousser l'économie. Cette mentalité, elle perdure encore aujourd'hui, mais elle a du plomb dans l'aile. C'est à peu près ce que l'on imagine lorsqu'on est dans un duty-free d'aéroport et que l'on voit cette débauche de camelote qui ne sert strictement à rien. On se dit, mais qu'est-ce que je pourrais bien acheter pour offrir à mes amis ou à ma famille? Effectivement, c'est donc ce règne de la surabondance, de la suropulence, mais qui provoque aussi une surabondance de déchets. Et je crois qu'aujourd'hui, tout doucement, sous l'effet, bien sûr, des menaces qui pèsent sur le climat, mais sous l'effet de la crise, et c'est en cela que la crise que nous traversons a des conséquences terribles, mais je pense qu'elle peut avoir aussi des vertus pédagogiques, et qu'il faut surmonter la crise, mais aussi il faut essayer de voir à 10 ou 20 ans d'ici quelles bonnes leçons pouvons-nous tirer des tourments que nous traversons actuellement. Et sous l'effet de la crise, il me semble que nous entrons peut-être dans l'ère des convoitises réfléchies, où nous savons désormais que les objets qui nous entourent, le téléphone portable, l'ordinateur, les tables, les chaises, les meubles, les frigidaires, donc tout ce mobilier ménager qui nous entoure, nous pouvons le changer, mais nous pouvons aussi attendre de lui qu'il dure un certain temps, qu'il ne soit pas jetable forcément. Nous pouvons espérer de nos ampoules qu'elles tiennent un peu plus que quelques semaines et n'explosent pas lorsque nous allumons l'interrupteur. Et donc cette lente transformation de nos mentalités vis-à-vis des objets qu'il faut sans doute envisager dans les années à venir. Ce qui ne veut pas dire que les joies du consumérisme ont disparu. Il y aura toujours des choses que nous aurons envie de nous offrir, mais qu'en tout cas, nous savons désormais que le parc des choses n'est plus illimité. Ce parc-là a des barrières, a des frontières, et qu'au fond, entre le jetable et le consommable, il y a peut-être d'autres valeurs. Il y a les objets auxquels nous tenons parce qu'ils sont beaux. Il y a peut-être justement à réintroduire dans la construction industrielle une dimension qui est la dimension du temps, la dimension de la durabilité, une dimension esthétique qui n'est pas tout à fait celle qui a prévalu après la guerre, notamment dans l'architecture, précisément parce qu'il fallait construire à toute vitesse des logements pour des gens sans abri. Donc voilà, peut-être que nous avons là, alors je n'ai pas répondu à votre question tout à fait, mais en tout cas, voilà, me semble-t-il, le troisième âge dans lequel nous entrons aujourd'hui. Peut-être une autre question?
Alors, moi, en l'absence de questions de l'auditeur, j'avais une question à vous poser. Même si vous n'êtes pas un spécialiste scientifique de l'évolution du climat, j'ai relu récemment L'imposture climatique de Claude Allègre, qui fait aussi la critique d'une certaine dérive cataclysmique de l'écologie. Et il me semblait, alors pour lui, il parie sur l'imprédictibilité du climat. Pour lui, le système climatique varie, est un système avec plusieurs déterminants dont on ne connaît encore pas totalement les effets, les mesures et l'influence de chacun de ces effets. Alors moi, j'aimerais savoir, même si vous n'êtes pas un spécialiste, que vous cautionniez cette suspension du jugement, cette ébauché, comme disaient les philosophes anciens, et est-ce que vous pensez que c'est une situation qui peut faire avancer la position écologique? En tout cas, ça fait un débat. Alors, ça fait un débat étrange, parce que moi, je ne suis pas un climato-sceptique. Je pense qu'il y a un changement climatique et qu'il est préférable d'ailleurs de le prendre comme un donné de fait plutôt que de tenter de le freiner. C'est-à-dire, je pense que l'attitude raisonnable aujourd'hui, notamment pour tous les États insulaires, les Maldives, les îles du Pacifique, je pense qu'il faut prendre le changement climatique comme une donnée de base pour pouvoir mener des politiques de prévention. Vous savez qu'il y a un pays en Europe qui vit sous la menace de la montée des eaux depuis des siècles, c'est la Hollande. Et les architectes hollandais viennent d'inventer quelque chose que je trouve, ça c'est le génie humain, c'est les maisons flottantes. Et donc il y a une chose très drôle sur les canaux des grandes villes hollandaises, lorsqu'il y a une inondation, c'est-à-dire c'est récurrent, hein, la Hollande est inondée depuis des siècles, les maisons en dur voient leur cave et leur rez-de-chaussée, et parfois leur premier étage, envahis par les eaux. Les maisons flottantes, elles, montent avec l'eau et descendent quand le courant retombe. Donc, les îles Fidji, les îles du Pacifique, les Maldives ont d'ores et déjà mis en place des politiques de prévention, notamment des digues flottantes, des ports flottants, peut-être même des villes flottantes, qui permettra de pallier aux effets éventuels du réchauffement climatique si la montée des eaux des océans se prolonge et se confirme. Donc moi, je ne suis pas un climato-sceptique au sens d'Allègre. Je pense qu'effectivement, dans toute prévision scientifique, il y a une part d'aléa et d'imprédictibilité. Mais je trouve quand même que du côté des climatologues purs et durs, il y a une parole qui est quand même une parole qui n'est plus tout à fait scientifique, mais qui est une parole politique. Je lisais il n'y a pas longtemps dans Philosophie Magazine un interview d'une philosophe des sciences qui s'appelle Isabelle Stengers et qui disait « Les climato-sceptiques sont des criminels ». Alors là, attendez, quand même, là, on franchit un pas qui n'est plus du tout une discussion entre savants, mais qui est un délit d'opinion, comme on en avait à l'époque, à la plus belle époque du soviétisme. Les faits scientifiques peuvent être discutés, ils peuvent être contestés. Il me semble d'ailleurs qu'à l'intérieur du GIEC, groupe intergouvernemental des experts sur le climat, il y a des débats assez féroces entre eux, et que par conséquent, on peut faire un certain nombre d'objections aux théoriciens du réchauffement climatique sans passer pour un fou furieux, un criminel, un sadique, un inconscient. Et le livre d'Allègre, même si je pense qu'il est aujourd'hui contesté, a eu comme énorme mérite de lever un lièvre. Il a fait sortir la communauté scientifique de ses gonds et il a obligé les gens à clarifier leur position. Vous citiez tout à l'heure le livre de cette Américaine, Les marchands de doute, mais il me semble que la grande qualité de la science, c'est que contrairement aux religions, elle n'avance pas par dogme, mais elle avance par remise en question, et que le doute fait partie du progrès scientifique. Par conséquent, on peut parfaitement constater un réchauffement climatique, on le voit là encore dans les montagnes avec la fonte des glaciers, sans pour autant avoir une attitude alarmiste, mais en se disant, si dans les 20 ou 30 ans le réchauffement se confirme, eh bien, nous devons donc d'ores et déjà maintenant prendre les mesures qui s'imposent, et sur le plan agricole, sur le plan industriel, sur le plan hydraulique, et nous préparer à cette éventualité plutôt que tenter de la freiner par tous les moyens. Je crois que c'est l'attitude qu'ont adopté les Indiens, qu'ont adopté les Chinois, qu'ont adopté les gens des Maldives, qu'adoptent aussi les peuples du Pacifique.
Et sur ce plan-là, c'est vrai que la science des nations inondées, notamment la science des polders développée par les Hollandais, est tout à fait passionnante et donc méritera d'être appliquée à d'autres pays. C'est le problème de Venise. Venise est régulièrement inondée par les eaux. L'eau saline ronge les pierres des grands édifices. Le grand débat à Venise aujourd'hui, c'est de savoir s'il faut ou non autoriser les paquebots à traverser le Grand Canal. J'y étais au mois de septembre. Alors moi, je réponds tout de suite, oui, il faut interdire les paquebots, aux paquebots de traverser ce Grand Canal, parce que vous êtes au 5e étage de votre chambre d'hôtel et vous voyez le premier pont d'un paquebot gigantesque qui, à la moindre erreur de navigation, peut détruire la moitié de la ville. Donc, il me semble que là encore, c'est le bon sens qui doit prévaloir. Et les Hollandais, en accord avec les Italiens et d'autres pays, ont mis un plan de sauvetage de Venise qui, si j'ai bien compris, sera construit par des digues qui vont freiner les grandes marées de l'Adriatique. Donc tout ça, c'est une nouvelle science de prévention des catastrophes qui est exaltante, qu'il faut mettre en place et qui, à mon avis, empêchera les principales communes littorales et les principaux pays menacés d'être ravagés par les effets du réchauffement climatique s'ils se confirment dans les 10 ou 20 ans à venir. En sachant qu'il ne faut pas confondre la météo avec le climat, même si nous avons eu 3 semaines de froid polaire cet hiver. Mais en tout cas, cette querelle a été nécessaire. Je crois qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on n'entend plus beaucoup Claude Allègre, on ne l'a pas beaucoup entendu dans cette campagne, donc je ne suis pas sûr que sa thèse est un fondement scientifique solide. Donc sur ce plan-là, moi je dis, il faut toujours avoir une catastrophe d'avance. Je crois que c'est ça la prédiction. C'est non pas dire, mon Dieu, on risque tel ou tel fléau. Non. Admettons que ce fléau va arriver demain. Donc, que faisons-nous pour l'empêcher? Et d'ailleurs, quand vous regardez les politiques de prévention, que ce soit les feux de forêt sur le bassin méditerranéen, en Corse ou en Provence, que ce soit la prévention des avalanches, que ce soit dans votre région la prévention des inondations, que ce soit plus largement la prévention dans le domaine de la défense, qu'est-ce qu'on fait? On réunit des experts, des ingénieurs, des chimistes, des agronomes, et on se place dans la logique du pire. On se dit, voilà, la connaissance des marées, les sols, qu'est-ce qui peut se passer de pire? On a déjà connu des malheurs terribles. Qu'est-ce qui pourrait bien se produire maintenant? Et c'est comme ça que, me semble-t-il, se fait une politique intelligente des catastrophes, tout en sachant qu'il y a toujours un coefficient d'imprévisibilité. Effectivement, nous ne sommes pas maîtres des éléments, nous ne sommes pas maîtres de la nature, nous ne sommes pas maîtres complètement non plus de nos propres outils. Donc il peut y avoir un Fukushima bis, et après tout, à Fukushima, on a véritablement frôlé le pire. Les Japonais l'ont dit, il aurait pu se passer des choses bien pires. Mais c'est ainsi que l'être humain, avec sa dimension imparfaite et avec ses outils, peut freiner une dévastation absolue. Juste encore un mot, vous savez qu'il y a le 11 septembre 2001, pour les amateurs de films d'horreur, de films catastrophes, dont je suis, ce n'est pas une nouveauté. Ça avait déjà été décrit dans au moins 2 ou 3 films. Ça avait été mis en scène à Hollywood. Il y avait des scénarios, des films très mauvais, évidemment, des navets, des films à grand spectacle pour le dimanche soir, pour se détendre. Après le 11 septembre 2001, le Pentagone a engagé un certain nombre de scénaristes en disant, eh bien voilà, nous avons des situations aux États-Unis. Comment envisagez-vous l'irruption sur notre sol d'un terroriste ou d'un groupe de terroristes armés de bombes sales, c'est-à-dire de petites bombes atomiques? Imaginez que ça arrive demain. Que voyez-vous comme riposte possible? Et donc aujourd'hui, c'est quand même assez incroyable de penser, dans les principaux départements de la défense de nos pays, travaillent des scénaristes qui imaginent les solutions les plus abominables pour essayer justement de les prévenir. Et de la même façon,
on utilise donc toutes sortes d'écrivains pour essayer de prévenir le cataclysme éventuel. Donc voilà, nous pouvons toujours demain être frappés par un mal face auquel nous serons impuissants. Il ne faut pas se leurrer sur les capacités de résistance de l'humanité, mais il y a quand même des réponses locales, régionales, nationales ou internationales qui nous permettent de limiter les effets des tsunamis, des ouragans, des typhons. Et sur ce plan, c'est vrai qu'il y a des peuples qui sont mieux armés que d'autres. Les peuples du sud des États-Unis, régulièrement dévastés par des ouragans et des typhons. Les peuples d'Amérique centrale, les peuples d'Amérique du Sud, les Indiens, les gens d'Asie du Sud-Est, certaines régions de la Chine sont régulièrement dévastés par des tremblements de terre, des raz-de-marée ou des phénomènes climatiques extrêmes. Et donc c'est chez ces gens-là qu'il faut aller puiser des leçons de savoir-faire, de résilience et d'intelligence. Et donc par conséquent, ce qu'il faut surtout éviter, c'est la panique et surtout éviter de remettre son sort aux mains des experts. Non, à partir du moment où une région est frappée par un cataclysme, quel qu'il soit, vous savez, une catastrophe, c'est un révélateur. On pourrait même dire que c'est une destruction créatrice, pour reprendre une expression célèbre. C'est un révélateur de quoi? De l'état de santé morale d'une population dans une inondation, par exemple, dans un incendie collectif. Vous avez une partie de la population qui fuit ou qui se met à adopter des conduites magiques de peur collective. Et puis vous avez des révélations extraordinaires. Vous avez des individus lambda, hommes et femmes, qui se transforment du jour au lendemain en héros, en sauveteurs, qui aident les pouvoirs publics, qui indiquent aux policiers ou aux pompiers les gens à sauver, qui vont chercher des chiens, des vieilles dames impotentes, des vieux messieurs qui ne peuvent sortir de leur lit. Et c'est pour ça que les catastrophes sont toujours, en quelque sorte, aussi des récits épiques, puisque c'est ce moment où l'être humain ordinaire peut se transformer en salaud, planqué, ou en héros, et peut tout d'un coup découvrir en lui-même des qualités qu'il ne soupçonnait même pas. Et c'est pour ça, effectivement, que l'étude des catastrophes, au cas par cas, est à la fois terrifiante par les dégâts et les morts qu'elle provoque, mais aussi passionnante parce qu'elle révèle une dimension surhumaine de chacun d'entre nous. Très bien. Eh bien, c'est sur ces mots que cette conférence va se clore. Je vous remercie encore, Pascal Bruckner. Merci à vous. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. J'en profite pour faire une annonce pour la prochaine conférence Iségoria, la dernière de l'année avant les vacances. Nous aurons le plaisir de recevoir Christophe Barbier, le directeur de l'Express, qui viendra nous parler le 16 mai de la France post-électorale. Donc voilà, on vous attend nombreux. Merci.